Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, nous recevons Maïna Jérôme. Elle est référente des Jeunes avec Macron dans le Finistère. Elle nous vient de Quimper, longue route, pour être avec nous ce matin en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors on va parler de politique ce matin et on va parler des femmes et ça me fait particulièrement plaisir d'en parler puisque on essaie d'avoir beaucoup de femmes au micro de la matinale pour nous parler politique. C'est pas toujours évident de réaliser l'équation, mais il y a eu un vote important au Sénat, puis au Congrès concernant l'IVG dans la Constitution, cette inscription de l'IVG dans le marbre. On a dit que c'était un vote historique des parlementaires réunis à Versailles lundi. Est-ce que vous le considérez, vous qui êtes jeune, qui n'avez pas vécu forcément toute cette bataille de l'IVG en son temps, est-ce que c'est important ? C'est très important et j'allais le préciser, vote historique, ça change notre histoire, il faut revenir dessus. Premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Donc c'est même plus qu'historique, c'est historique mondial. Donc chez les Jeunes avec Macron, on est très très fiers que ça se fasse sous la mandature de Emmanuel Macron. Et on se félicite de ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment historique. On pense évidemment à Simone Veil en 1975. Et voilà, donc 780 voix pour contre 72 contre. C'est presque à l'unanimité, donc très fière de ça en effet. Alors, il y a quand même eu 72 voix contre. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu des postures aussi personnelles ou des postures religieuses parfois. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, aujourd'hui, à ces 72 parlementaires qui ont voté contre ? Je respecte le fait qu'ils puissent être conservateurs, on va dire. Mais à côté de ça, je ne sais pas s'ils ont conscience vraiment des conditions des femmes qui souhaitent avorter. Avant que l'avortement soit légalisé, c'était des votes clandestins et des millions de votes clandestins. Donc aujourd'hui, c'est une énorme avancée pour le droit de la femme, qui existait déjà avant, mais le fait de le mettre dans la Constitution, ça institue que tout le monde, et ça ne pourra pas être changé à l'avenir. Donc je dis qu'ils ont fait leur choix personnel, mais qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce que peuvent vivre les femmes, surtout dans les pays aujourd'hui qui n'ont pas légalisé encore le droit à l'avortement. Et même les pays qui ont accès à l'avortement, on pense aux États-Unis, il y a des États aujourd'hui qui refusent que les femmes puissent se faire avorter. Là aussi, on a dit, on inscrit dans la Constitution en France cette loi sur l'IVG, ce droit pour les femmes de choisir, en disant, oui, mais c'était peut-être pas prioritaire, alors qu'on voit aujourd'hui des États qui reculent finalement dans le monde. Bien sûr, mais c'est là où c'était prioritaire, surtout quand on voit que des fois la montée de l'extrême droite dans certains pays peut amener justement à revenir en arrière et à supprimer le droit à l'avortement. C'est là où aujourd'hui on se dit il faut l'inscrire dans la Constitution, il faut que toutes les femmes soient libres, peu importe quel gouvernement arrive au pouvoir après, qu'on puisse être libre d'avoir ce droit à l'avortement. Et aujourd'hui c'est fait. Et on est fiers que ce soit le premier pays qui l'ait fait. Voilà, ça ne bougera plus. À propos de l'extrême droite, ici en France, le RN a quand même plutôt voté pour. Oui, et heureusement, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont quand même conscience de la condition de la femme, et ils ont conscience aussi à minima des droits des femmes. Et ils le prennent en compte. On a une société qui évolue aujourd'hui, la parole se libère autour, on a entendu des actions MeToo, alors MeToo garçon aujourd'hui, avec la parole des jeunes hommes, des hommes qui se libèrent. Est-ce qu'on a un tournant sociétal aujourd'hui concernant la parole, concernant les femmes, concernant les hommes, concernant aussi les violences qui sont faites aux uns et aux autres ? Oui, bien sûr. Et c'est bien que la parole s'ouvre, se dévoile aussi à partir de ça. Mais il faut faire aussi attention à la désinformation de cette parole, parce que tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais en effet, des fois, la désinformation peut aller loin. Et il faut faire très attention à ça. Mais en tout cas, que la parole se libère pour tout citoyen qui souhaite exprimer une situation qui s'est passée, de violence, etc. C'est très important. Voilà, là encore une évolution sociétale. Alors, vous disiez à l'instant, Maïna Jérôme, il faut faire attention avec l'expression et particulièrement l'expression publique. On a eu ces rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, rumeurs entretenues quand même par certains responsables politiques, à gauche, il faut bien le dire, rumeurs sur une possible dépénalisation du viol. C'est quelque chose de très grave.
très très grave. Il faut faire très attention à la désinformation. Aujourd'hui, on a utilisé, aujourd'hui et il y a quelques jours, utilisé le terme de dépénalisation du viol. Non. Non, le vol ne sera pas dépénalisé et ça c'est très important de le dire et il faut faire très attention à tout ça. Aujourd'hui ça a été une définition européenne qui a voulu être établie. La France et 12 autres États membres de l'Union européenne se sont opposés à cette définition qui était jugée comme pas assez protectrice pour les femmes. Aujourd'hui en France, un viol c'est un acte sexuel non consenti qui est... c'est un acte sexuel qui peut être fait sous menace, contrainte, etc. Et justement, on voulait inscrire le consentement dans cette définition européenne sans inclure la menace, etc. Donc non protectrice pour les femmes puisque le consentement, ça peut être fait il peut être donné sous la menace. Et donc, c'est bien, selon Emmanuel Macron, c'était bien important d'inclure ces termes de menace, contrainte, etc. Donc, jugée comme non protectrice, cette définition, elle a été refusée par du coup, 12 membres plus la France. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la dépénalisation du viol. Si je peux citer Éric Dupond-Moretti qui disait que les LFistes qui ont utilisé aussi ce terme de dépénalisation du viol devrait souvent ouvrir un code pénal pour savoir que le viol est bien pénalisé en France. Aujourd'hui, on est à 15 ans de réclusion criminelle jusqu'à la perpétuité, alors qu'on prend l'Espagne, par exemple, ça va être 6 à 12 ans. Donc la France est quand même assez protectrice vis-à-vis de ça. Alors on va parler des européennes tout à l'heure. Justement, ça nous amène quand même à l'Europe et à la conception des différents pays dans leurs lois par rapport à l'Europe. Souvent on reproche à l'Europe d'avoir imposé des lois un peu supranationales aux États. Mais justement, l'État, sur le viol, on parlait de l'IVG tout à l'heure, est-ce que il faudrait que l'Union européenne se mette un peu au diapason et essaie d'avoir une unité légale pour que si quelqu'un commet un viol en Espagne ou en France, il ait finalement la même peine. Bien évidemment, et c'est ce qui était aussi engagé avec cette définition, etc. Après, elle est retravaillée, hein. Elle a été refusée par plusieurs pays, mais c'est pas pour ça qu'elle va être supprimée. Ça va être juste retravaillé, et bien sûr, il faut avoir une définition du viol qui est on va dire qui est généralisée pour tous les pays de l'Union européenne. C'est très important parce qu'aujourd'hui, si un État comme la France est plus protecteur que d'autres pays, et nous, on souhaite que ça soit le cas pour les autres pays, que les femmes soient aussi protégées vis-à-vis des viols à la même échelle que la France, par exemple, ou d'autres pays qui font le même travail que nous. Voilà, construction européenne aussi au niveau légal et à ce niveau très important de la protection des femmes et même des hommes, hein, il faut le dire également. On va revenir dans un instant à cette Europe qui se construit et qui va être l'enjeu de bien des batailles politiques dans quelques semaines. Je voulais vous entendre sur les propos d'Emmanuel Macron autour de la guerre en Ukraine et de l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine. On n'a pas été suivi, on a fait un peu le vide autour de nous, il faut bien le dire, nos alliés ont dit non, on n'enverra pas de troupes au sol. Je serais tenté de dire qu'est-ce qui a pris à Emmanuel Macron de dire cela ? Moi je pense important qu'il ait mis aussi là pour dire ça fait 2 ans que la guerre est arrivée en Europe. En effet, du haut de mes 21 ans, je n'ai pas connu la guerre, mais c'est aussi de mettre l'électrochoc aux gens et de leur dire aujourd'hui, ça fait des années qu'on n'a pas eu de guerre, elle arrive en Europe. L'Europe est menacée, donc l'Europe c'est aussi la France. En effet, il n'a pas été suivi par plusieurs alliés. Après, il n'a pas dit qu'il allait envoyer des troupes demain. C'est vraiment... Il y a eu une crainte, il y a eu une peur. Il y a eu une peur. En fait, il a mis pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a vraiment une menace européenne, que la Russie est très menaçante vis-à-vis des autres pays, pas que de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il a émis un fait, c'est que des troupes pourraient être envoyées, mais c'est juste des mots. Aujourd'hui, les choses concrètes qu'il prévoit de faire, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2024, en plus des autres dons qui ont été, des autres aides financières qui ont été apportées les années précédentes. Ça va être aussi continuer à armer l'Ukraine, la cybersécurité, etc. Mais il faut que les autres pays aussi puissent suivre sur cette aide à l'Ukraine. C'est comme ça aussi qu'on fera reculer la Russie, parce qu'il l'a bien dit, la Russie ne doit pas gagner cette guerre, parce que c'est une menace pour toute l'Europe si elle gagne la guerre contre l'Ukraine. Voilà, et on pense à la Moldavie qui s'inquiète à ses frontières et même au niveau intérieur avec les Russes de Moldavie qui demandent la protection de la Russie justement. Voilà, là encore un dossier sensible. Est-ce que Emmanuel Macron aurait pas dû mettre un bémol, parce que c'est vrai que là
on est passé de la diplomatie peut-être à une forme de provocation. En tout cas, ça a été pris en tant que tel par la Russie. On a entendu la réponse très ferme de Vladimir Poutine qui a brandi une fois encore l'arme atomique. Oui, alors en effet, elle a choisi de prononcer ces mots et il a choisi de utiliser ces termes. Mais encore une fois, c'était vraiment pour faire prendre conscience et aux autres pays et aussi aux citoyens que on était aussi menacés par cette Russie. Ça n'a pas fait rire Vladimir Poutine, hein. Non, bien sûr, je me doute. Je ne sais pas ce qui fait rire Vladimir Poutine, mais en tout cas, c'est bien pour faire prendre conscience aussi aux gens que cette guerre est importante et on est quand même arrivé à 2 ans aujourd'hui, au départ où on pensait que cette guerre n'allait pas forcément durer aussi longtemps. Donc c'est vraiment aussi pour mettre en garde contre cette menace de la sécurité européenne. Alors la sécurité européenne, ça nous amène tout naturellement aux élections européennes. Et il va en être question dans les débats sécurité-défense européenne. On parle de cette armée européenne, qu'on voit un petit peu aujourd'hui encore comme un serpent de mer. Mais est-ce que l'armée sera européenne finalement, où chaque pays devrait assurer la sécurité et mettre en commun, ou mettre au pot commun, si vous me permettez le terme? Alors chaque pays doit assurer sa sécurité, mais après, au niveau de l'Europe, ça va être aussi de l'entraide, parce que l'Union européenne a été créée pour ça, c'est de la solidarité entre nous. Je sais, alors ce sera après les élections européennes, ce sera aux députés européens de décider s'il est nécessaire d'avoir une armée européenne ou pas. Mais en tout cas, je pense que chaque pays aussi peut être armé pour sa propre sécurité. Et c'est aussi là où l'Union européenne joue un jeu, c'est que chaque pays doit être aidé pour assurer et pour se sécuriser. Mais après, ce sera bien sûr après les élections européennes que je laisserai la main aux députés européens pour décider d'avoir une armée européenne ou alors une sécurité propre à chaque pays. Voilà, alors sachant qu'il y a aussi la force de frappe, ou ce qu'on appelle la force de dissuasion, et pour l'instant, bien c'est la France qui a cette force de dissuasion en Europe. Est-ce que la France peut être amenée un jour à protéger l'Europe ? Peut-être. J'ai envie de dire, seul l'avenir le dira. Après, c'est vrai que la France a beaucoup son rôle à jouer dans l'Union européenne et on l'a vu. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que Emmanuel Macron a pu alerter sur la sécurité de l'Union européenne et de l'Europe en général. Alors l'Europe, c'est aussi l'agriculture. Alors, mauvais souvenir pour le président de la République que l'inauguration du salon de l'agriculture, où il a été quand même passablement chahuté. Est-ce qu'il devait y venir à ce salon de l'agriculture finalement ? J'ai envie de dire oui, c'est aussi sa place de venir au salon de l'agriculture. C'est au salon de l'agriculture qu'il a l'occasion de discuter avec le plus d'agriculteurs, le plus de personnes. Faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est le président de la République à être resté le plus longtemps au salon de l'agriculture. C'était 14h30 en 2019. Alors certes, le temps ne définit rien, mais c'est aussi tout ce temps-là où il peut écouter et discuter avec les citoyens et avec les agriculteurs. Donc c'était intéressant et c'était important, je pense, pour lui. Et c'était aussi important de discuter avec les syndicats au vu des revendications qui ont été données ces dernières semaines. Alors, on lui a reproché son langage. Emmanuel Macron, il a relevé les manches, tombé la veste et parlé directement. On a même dit crûment aux agriculteurs. Est-ce que justement cette prise de parole vous a choqué ou est-ce que vous estimez que finalement, il était à sa place ? Non, ça m'a pas choqué particulièrement. Je pense qu'en effet, il était à sa place. Et puis après, il a parlé de cette façon et de cette manière comme il parlerait avec n'importe qui de cette manière également. Ça s'est fait sur l'instant T. Je pense pas que ça a été calculé ou quoi. On a senti qu'il était quand même un peu remonté, un peu en colère quand même. Au vu de l'accueil qui lui a été fait, je peux comprendre aussi parce que les mouvements n'étaient pas forcément, comment dire. Prévus au contraire, ils étaient prévus, mais n'étaient pas forcément attendus à ce niveau-là. Donc aussi violent. Voilà, aussi violent. Mais non, je pense qu'en tout cas, encore une fois, c'était sa place auprès des syndicats de pouvoir discuter. Gabriel Attal l'a déjà fait les semaines passées et c'était à son tour, donc c'était important qu'il soit là et qu'il puisse discuter avec chacun. Gabriel Attal est venu 2 fois au Salon de l'Agriculture. Dans un climat, on va dire, plus apaisé néanmoins. Est-ce que ce dossier de l'agriculture, c'est aussi un dossier qui va peser au niveau des décisions européennes ? Parce que là, on voit bien qu'il y a
une forme de, un petit peu en même temps, si vous me permettez, c'est un petit peu ce qu'on reproche au président de la République d'être un peu en même temps, mais voilà, la France a une vue de la politique agricole et on a l'impression que Bruxelles n'a pas la même vue. Aujourd'hui, ça va être un sujet phare de la campagne européenne déjà et après des élections européennes. Mais aujourd'hui, l'Europe s'engage énormément aussi aux côtés des agriculteurs. C'est la PAC, le financement de la PAC, qui, on le rappelle, n'a pas été voté par le RN. Donc c'est important de le dire. Quand le RN se présente au Salon de l'agriculture, il ne faut pas oublier que le RN dit qu'il est du côté des agriculteurs, mais qui ne finance pas 10 milliards d'euros pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, oui, l'Europe fait beaucoup pour les agriculteurs et je pense que la France aussi, et justement Gabriel Attal a pris à bras-le-corps, on va dire, ses revendications et a mené des mesures d'urgence avec les syndicats. Donc je pense que ce sujet d'agriculture, il est pris à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Et je pense que l'avenir des élections européennes nous dira quelle place va prendre l'agriculture. Mais à mon avis, très important. Et surtout au vu de notre test de liste, de la liste Besoin d'Europe, qui est fille et fils fille et petite fille d'agriculteur. Donc très important, et on sait que pour Valérie Hayé prendra à bras le corps ce sujet. Alors on va en parler de Valérie Hayé. Juste un mot aussi sur l'immigration qui va être un grand sujet. Vous parliez du Rassemblement national à l'instant, qui a des velléités de bousculer un petit peu l'Europe sur sa politique d'immigration. Est-ce que là aussi il va falloir prendre le sujet à bras le corps? On a une société qui se fracture, qui se divise autour du sujet de l'immigration. On a vu quelques faits divers ces dernières semaines et expulsions. On pense à l'expulsion d'un imam récemment. Est-ce que il va y avoir un durcissement nécessaire pour pouvoir rentrer en France, par exemple, ou en Europe? Est-ce qu'il va falloir faire des choix en termes d'immigration et en termes de répartition? Je pense pas qu'il va y avoir un durcissement. Après, la loi immigration a été votée fin d'année 2023. Donc je pense qu'on va rester sur cette base. Après, l'immigration, ça va être aussi au niveau européen. C'est un sujet avec lequel on est pas contraint, mais on doit faire alliance aussi avec les autres pays. Donc je pense qu'on verra aussi avec les élections européennes, encore une fois, mais on verra comment ça se trame. Eh bien, on va suivre évidemment. Alors, Valérie Hayé, on va en dire un mot, hein. C'est une femme, tête de liste. On la connaît pas beaucoup. Vous disiez, fille et petite fille d'agriculteurs, donc une famille du terrain, comme l'on dit. Est-ce que elle va pouvoir rivaliser, par exemple, avec Jordan Bardella? Bien sûr. Aujourd'hui, depuis 2019, elle est députée européenne. On la connaît pour son travail acharné, justement, au Parlement européen. Et aujourd'hui, je pense que nous, on attend d'une tête de liste qu'elle soit reconnue par ses pairs et que reconnue pour son travail au niveau européen. Pour ma part, j'attends pas d'une tête de liste qui soit reconnue pour sa communication sur TikTok. Donc aujourd'hui, je suis très fière que Valérie Hayé soit la tête de liste de Besoin d'Europe, et je pense que les jeunes avec Macron le sont également. Et je pense qu'elle saura faire face aussi à Jordan Bardella, notamment sur des sujets comme l'agriculture, où je pense qu'elle s'y connaît beaucoup plus et qu'elle n'a pas besoin d'aller au salon de l'agriculture pour rencontrer des agriculteurs. Elle a juste à aller dans son village natal et puis discuter avec les personnes qu'elle connaît de longue date. On dit que c'est une pragmatique, une bosseuse, d'où le fait qu'on ne la voit pas souvent, elle est un peu en retrait. Est-ce que c'est ça qui peut faire la différence? Bien sûr, et je pense que c'est là aussi, c'est sur notre bilan et sur son bilan à elle qu'on va pouvoir faire la différence, parce qu'on a vraiment un bilan européen où on n'a pas à rougir de ce bilan, et je pense que c'est pas le cas par exemple du RN. Donc ça va être aussi notre arme dans cette campagne européenne de donner nos réussites et de dire en effet que il n'y a pas eu de l'autre côté certaines réussites, voilà. Donc vraiment sur le bilan et sur l'exercice. Oui. Exactement. Justement, il y a la montée des intentions de vote pour le Rassemblement national, avec beaucoup de jeunes, et ça va vous intéresser au premier chef, beaucoup de jeunes engagés derrière Jordan Bardella. Est-ce que cela constitue pour vous une forme d'inquiétude ou au contraire un défi pour les jeunes avec Macron en particulier et qui s'engagent dans cette campagne? Est-ce que pour vous c'est motivant de vous dire voilà, il y a un défi à relever là?
Alors c'est à la fois une forme d'inquiétude et à la fois motivant pour relever le défi. Aujourd'hui, on est des jeunes, nous, engagés, pro-européens. Et c'est vrai que quand on va sur le terrain, on a du mal à comprendre... on interroge les personnes, pourquoi voter Bardella aux européennes, par exemple, quand on sait que Bardella a voté contre de nombreuses lois qui, aujourd'hui, sont très attendues par les citoyens. Par exemple, le financement de la PAC, qui aide énormément les agriculteurs. Ça a été aussi contre... ça a été... Pardon. Contre, voilà, on vous a pris un peu au pied levé, hein, il faut dire. Voilà, dites-moi, effectivement, la PAC, avec cette loi qui n'a pas été votée par le Rassemblement national. C'est ça. Et donc, c'est sur ce bilan, là aussi, que ça peut faire la différence pour soutenir, en tout cas pour les jeunes, pour apporter Bien leur sûr. soutien. Et c'est là où on va pouvoir aussi, nous, donner notre bilan et pour, on va dire, un petit peu contrer le bilan du RN qui est pauvre. Ça va être aussi Jordan Bardella qui se présente comme défenseur du droit des femmes et qui aujourd'hui a voté contre la transparence sur l'égalité salariale femmes-hommes au niveau européen, qui brille aussi par son absentéisme dans le Parlement européen. Si on revient sur les chiffres, c'est 1313 amendements portés par Stéphane Séjourné et seulement 21 amendements portés par Jordan Bardella. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'avoir des députés européens qui sont présents et qui font vraiment avancer les choses au niveau européen pour les citoyens, ou alors est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait de la présence sur sa circonscription au travers des selfies ou de la com sur TikTok? Après, c'est à chacun de faire son choix vis-à-vis de ça, mais nous on a fait le nôtre et ça va être ça aussi qu'on va porter sur le terrain pendant la campagne européenne. J'imagine que vous croisez sur le terrain des jeunes, des gens de votre âge. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez 21 ans, hein, donc voilà, je ne trahis rien, mais qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes quand ils vous disent « Ah ben oui, moi je vais voter Bardella ». Est-ce que vous arrivez à les convaincre? Est-ce que vous arrivez à les comprendre? Premièrement, avant de les convaincre, c'est surtout de leur poser la question qu'est-ce qui vous pousse à voter Jordan Bardella, parce qu'on l'a vu à sa dernière prise de parole, un bilan assez pauvre, des propositions qui était assez pauvre également. On l'a vu dans une émission de télé, après avoir interrogé justement des gens qui étaient venus à ce meeting, il y avait pas eux-mêmes ne voyaient pas quel était ce qui était engagé pour la campagne européenne. Donc on essaye d'abord de savoir qu'est-ce qui les pousse à voter Jordan Bardella et après on engage la discussion. Le but premier n'est pas de convaincre, mais bien aussi de comprendre et puis de leur montrer que ce qu'ils pensent être vrai vis-à-vis du RN et vis-à-vis de Jordan Bardella ne l'est souvent pas. Et voilà, c'est tout simplement de rétablir la vérité. Et après, si ça pousse à les convaincre de voter pour Valérie Hayer, par exemple, et ce sera tout gagné pour nous. C'est un phénomène, j'allais dire, médiatique pour vous, Jordan Bardella? Médiatique, oui, parce que son point fort, on va dire, c'est la com. Mais après, est-ce que c'est ça qu'on a envie pour diriger le Parlement européen? Non, je ne crois pas. Donc, en tout cas, c'est médiatique, mais ça s'arrête là. Et nous, ce qu'on veut, c'est du travail, des résultats. Donc, voilà. Avec un affrontement possible en 2027, on ne va pas faire de politique fiction, mais on peut imaginer que demain, alors pour l'instant c'est Marine Le Pen qui sort un petit peu du bois en disant je me prépare pour 2027, mais on peut imaginer demain qu'il y ait changement, que Jordan Bardella se retrouve face à un tout jeune Premier ministre, à savoir Gabriel Attal. Est-ce que d'un point de vue politique, ça va être intéressant? Et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le renouvellement de la vie politique et de la classe politique française. De toute façon, tous les débats pour moi sont intéressants et sont bons à prendre. Mais après, bien sûr, on voit que la jeunesse monte au niveau politique avec Gabriel Attal, par exemple, 34 ans, Premier ministre, plus jeune Premier ministre, le plus jeune président et nomme le plus jeune Premier ministre. Donc je pense que aussi du côté de Renaissance et du côté des jeunes avec Macron, on a su vraiment faire un vrai renouvellement. Et c'était ça aussi la force en 2017. Après, toute la jeunesse, voilà,
peut s'exprimer et c'est là où on laisse la parole et qui est important. Alors que ce soit Jordan Bardella ou Gabriel Attal, ça sera intéressant dans tous les cas un débat politique. Et est-ce qu'on ne reprochera pas à Gabriel Attal de par exemple pas avoir été parlementaire ou un élu de terrain? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un handicap pour la suite? Gabriel Attal, depuis 2017, est très engagé sur le terrain. Donc, au-delà d'avoir été parlementaire, il est engagé militant de première heure. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il est aussi élu de sa commune. Donc, même si on sait que ses obligations à Matignon le préoccupent certainement plus, mais au-delà de ça, il est quand même élu municipal depuis très longtemps. Donc, je pense que non, son terrain ne va pas manquer. Et qu'il est, même en étant Premier ministre, il est très présent aussi sur le terrain. On l'a vu avec les agriculteurs. On le verra très certainement par la suite, également avec le harcèlement scolaire qui était un sujet qu'il tenait vraiment à cœur. Donc non, je pense que le terrain ne va pas le manquer puisqu'il en fait beaucoup aussi en étant Premier ministre. Un mot sur justement l'expression de Gabriel Attal. On dit des fois qu'il est un peu direct, un peu cassant. Vous allez me confirmer ou pas du reste. Il y a cette réforme de la loi sur l'assurance chômage, réforme sociale s'il en est. Il faut faire des économies et on entend beaucoup sur les réseaux et on entend beaucoup dans la rue les chômeurs de longue durée qui vont être privés d'ASS puisque il y a cette réforme qui va supprimer l'ASS, les allocations de fin de chômage. En fait, le dernier rempart avant la difficulté pour les chômeurs de longue durée. Est-ce que c'est quelque chose de violent, selon vous, cette parole? Parce que c'est pris un peu en tant que tel. Quand on dit, voilà, on s'attaque encore aux petits. Alors il y a eu des mots peut-être pas les meilleurs utilisés, mais en tout cas l'essentiel c'est surtout ce qui a été exprimé, c'est d'attendre de voir comment ça va se mettre en place. La mise en œuvre, c'est ce qui est pour moi le plus important, donc je pense que ça sera adapté à chaque situation parce que on sait que dans ces cas-là, chaque situation est différente. Donc moi tout ce que j'attends c'est la mise en œuvre pour me faire une vraie idée sur le sujet et je sais déjà que cette mise en œuvre sera adaptée aussi à chacun. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on fait beaucoup aussi. Emmanuel Macron a mis en place la solidarité sur la ressource pour faciliter, voire automatiser tous les démarches administratives des bénéficiaires d'aide sociale, donc à commencer par le RSA et la prime d'activité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et ça c'est du concret, donc c'est pour ça qu'on attend toujours la mise en œuvre. Voilà, donc là aussi, dossier à suivre. C'était ce matin notre invité qui nous parlait de l'Europe et de la condition féminine. On y revient, hein, on en a parlé tout à l'heure, et de ces grands sujets européens. Maïna Jérôme, référente des Jeunes avec Macron dans le Finistère, qui a fait une longue route pour être avec nous en direct ce matin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.